Et bon dimanche matin et bienvenue au podcast des productions Boyfriend. Merci d'être là. Tout d'abord, si vous vous dites, coudon, il fait bien noir de son bar. Ce soir, nous tournons en soirée. Au fait, il est presque 21 heures. Alors, bon dimanche matin. Nous tournons du Garçon Sculpteur au 1335 Sainte-Catherine-Est. On est au coin Panay-Sainte-Catherine. Vous allez voir, parfois, on voit des gens qui s'amusent à faire les petits clowns dans la vitrine. L'équipe des productions Boyfriend ce soir qui collabore avec nous, toujours Lynn Donald ainsi que Éric Baudry. Merci d'être avec nous ce soir et de faire la technique. Vous nous écrivez régulièrement pour nous demander à quel endroit voir les podcasts précédents de la première saison ainsi que ceux que nous avons déjà tournés précédemment. Donc évidemment, vous pouvez le voir sur notre plateforme des productions Boyfriend sur Internet, sur YouTube et bien sûr sur Facebook. Nous allons d'ailleurs vous montrer un extrait d'approximativement 2 minutes de la première saison et immédiatement après, nous avons la chance de recevoir ce soir Simon Boulris. Voici les extraits de la première saison. Lève la main si tu as déjà conduit une voiture sans permis. M'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix, mais demain matin, penseras-tu à moi? Il y en a plusieurs comme ça. Juste une question. Coudon, qu'est-ce qui se passe dans la nuit chez Martine Sinclair? On dirait que ça va bien le soir, puis il se passe quelque chose. Je sais pas ce qui se passe chez vous. Ça n'est jamais arrivé dans un autre show, ça, là. Et tout d'abord, la vie est faite de ça, des essais-erreurs. Et moi, les gens qui continuent et qui foncent, peu importe dans le domaine, ont toute mon admiration que ceux qui se laissent abattre la première fois. Et tu fais partie de ces gens-là. Paul, le temps nous Je t'admire aussi comme homme d'affaires. Hein. Je t'admire. Ah, t'es bien gentil. Je ne sais pas pourquoi, mais cette chanson-là me fait penser beaucoup à toi. Vous pouvez bien être mariés ensemble. Chris, il y a juste vous deux qui vont s'endurer, si boire. C'est quoi ça? Oh, mais c'est d'une tristesse, écoutez cette anecdote-là. Main, si tu as déjà eu une belle-mère que tu hésitais entre l'aimer, l'accepter ou passer un tueur si proche. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte. Mais l'affaire, c'est qu'est-ce qui me dérange le plus? C'est lui, en fait. Parce que... Oh my God! Yannick, t'es tellement old school, là, quelqu'un de 20 ans comprend aucune référence. Oui. Il nous écoute. Un bol de toilette. Yannick, on dirait, là, quand il passe, là, il y a toujours de quoi dans la tête. Next mission. Memories, bring back memories. I'm in heaven. C'est cette tune-là, là. Attends, excuse Robert, je ne l'ai pas entendu. Peux-tu me la répéter? Je la répète pas. C'est sûr que je vais t'inviter. Je mettrais une belle robe longue. J'aimerais ça être en bas. J'aimerais mieux que tu viennes dans du string à la place. Alors, c'était un extrait de notre première saison des productions Boyfriend. Mon invité ce matin pour vous, ce soir pour nous, quel privilège de recevoir Simon Boulris. Je pense qu'on peut l'applaudir. Simon, merci beaucoup d'être avec nous. Simon Boulris, s'il y a une personne à laquelle je suis un peu nerveux de composer un texte de présentation, c'est bien Simon. Comment trouver la bonne phrase, le bon mot, la bonne intonation? Moi, si grand de mes 6 pieds 2, si humblement petit devant ce grand écrivain. Simon n'a pas 10, 20, 30, 40 ou même 50 livres à son actif. Au fait, il vient de lancer son 60e bouquin. Comme disent les plus jeunes, OMG, oh my God, 60 bouquins. Moi qui avais de la difficulté dans ma jeunesse à terminer un archi de 10 pages, vais-je être à la hauteur de ce grand écrivain romancier? Et s'il n'était que romancier, Simon est comédien, auteur, metteur en scène, chroniqueur. Pas pour rien qu'il est tant aimé. Plusieurs personnalités publiques ont un public cible précis. Simon, lui, touche droit au cœur, toute génération confondue. Les plus jeunes tombent sous son charme lors de tournées d'école. D'autres sont admiratifs devant la série 6 degrés. Certains lui vaut une fière chandelle simplement pour le partage de son précieux temps comme porte-parole. Et d'autres l'aiment tout court, comme Philippe, son amoureux des 4 dernières années. Mais qui est Simon? D'où vient-il? Jeune, est-ce que Simon foulait le dance floor au rythme de Madonna ou passait-il plutôt son temps à écrire et rêver grand? Est-ce que les grands rêves d'un petit bonhomme sont devenus réels ou bien si l'homme qu'il est devenu est simplement devenu grand? Ce soir, on reçoit Simon Boulris. Salut Simon! Jazz hands!
Mon Dieu, mais Yannick, merci. Quelle belle présentation. C'est très touchant. C'était très bien écrit. Je te donne A+. Ah, Merci. ben mon Dieu, t'es bien gentil. C'est la première fois de toute ma vie que je reçois un A+. Comment? En français en plus. En français en plus. À l'oral, je te mets A+, pour l'oral. Pour le reste, il faudrait que je le lise. Simon, merci d'être parmi nous. Je te dis, toute mon équipe est bien nerveuse et j'ai reçu des commentaires de tout le monde quand ils ont su ça. J'ai même une Carissa et Kit qui sont généralement dans les tournages avec nous qui ne pouvaient pas être avec nous ce soir. Puis ils sont comme, oh my God, pourquoi je suis pas là, pourquoi je suis pas là? Alors, tu touches tout le monde, Simon. Je l'ai dit dans mon texte de présentation, que ce soit des enfants de tout jeunes, je l'ai vu encore dernièrement dans des vidéos sur toi, ou bien des grands-parents, tu touches toute génération confondue. Il y a plusieurs personnes qui vont dire, c'est quoi ton secret? Ben, écoute, j'ai pas de secret. Je pense que c'est la sincérité. Je pense que c'est la sincérité parce que, tu vois, moi, je n'avais pas un public en tête, évidemment, quand j'ai commencé à écrire ou un lectorat précis. J'écrivais simplement des histoires. Puis il se trouve que, comme je suis très près de mon enfance, ben, c'était facile de m'adresser aussi aux enfants. Puis dans les salons du livre, là, je suis assez témoin que je peux rameuter assez large. J'ai toujours des grands-parents avec les parents, les enfants et des ados à travers ça. Puis je pense que toute la famille peut trouver son compte. Ils ont pu lire une de mes histoires, voir une de mes séries ou quelque chose à la télévision qui leur ont peut-être plu. Et j'aime ça, pouvoir rassembler toute une famille. Pourquoi pas? Puis les enfants, c'est véridique. Hein? Si tu n'es pas sincère devant eux, c'est assez vite tu vas le savoir, la vérité en pleine face, mettons. Et puis, on le sait même pendant un spectacle, si ça passe pas. Effectivement. Simon, j'aimerais immédiatement qu'on regarde quelques photos. Tout d'abord, la photo que tu m'as envoyée, si tu veux bien, c'est un shooting photo que oui, on recommence. Un shooting photo que tu as fait dernièrement? C'est peut-être une photo qui date de 3 ans, mais c'est une photo que j'utilise beaucoup parce que je trouve qu'elle me ressemble bien. Le sourire que j'y présente me ressemble beaucoup. Tu sais, des fois, dans des séances de photos, on n'est pas tout à fait soi-même, on est un peu glamourisé. Je trouve que cette photo-là, même si je porte un chandail assez austère, un chandail noir, ça me ressemble bien. Ah, mais ça aussi, ça me ressemble. Écoute, je suis allé, tu sais, je t'ai demandé, il faut le dire, là, je demande toujours la permission aux artistes ou aux personnes qui visitent mon podcast, si je peux aller me promener sur leur Facebook. Puis évidemment, quand j'ai tombé là-dessus, Simon Boulris, parle-moi de ton enfance un peu. Tu as une sœur, corrige-moi si je me trompe, elle s'appelle Vicky. Elle s'appelle Vicky et je porte justement sa jaquette sur cette photo. Donc, oui. Et j'ai aussi dans les bras, c'était la Schtroumpfette. J'avais la Schtroumpfette que ma sœur avait à la maison. Puis j'aime beaucoup ce sourire parce qu'il est dans une espèce de plénitude. Il y a une sérénité sincère. Je m'abandonne complètement dans cette photo devant l'appareil photo de mes parents qui ne semblaient pas se déplaire devant le fait que je porte une jaquette, ce que j'applaudis presque 30 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard, j'ai 39 ans, donc j'avais peut-être, 5-6 ans sur cette photo. Et j'aime le sourire que je vois, j'aime l'abandon que je vois. J'ai eu une enfance plutôt heureuse. On dit souvent qu'une enfance malheureuse peut donner de belles munitions dans l'écriture. C'est vrai. Moi, dans mon cas, c'est plus une adolescence qui a été tortueuse, qui a été compliquée. Mais sinon, mon enfance a été plutôt heureuse, très aimée par mes parents, une sœur qui m'aimait puis qui me détestait à la fois, ce qui est tout à fait normal. Je m'identifiais beaucoup. Je voulais être son meilleur ami. Elle m'aimait pas beaucoup. Elle m'appelait son agrès. Fait que c'était pas mal notre relation. J'avais peu de personnalité, moi, à l'époque. Je voulais toujours faire comme ma sœur. Donc, au restaurant, on me disait « Qu'est-ce que tu veux manger? » Je disais « Mais ma sœur va manger quoi? Je vais manger comme elle. » Ça m'a pris du temps de me trouver une personnalité, mais je m'en suis payé toute une avec le temps. Simon Boulris à l'école, est-ce qu'il est studieux? Toi, t'es-tu le petit gars assis en avant, bien droit, qui connaît toutes les réponses? Parce que moi, je suis celui en arrière qui pouvait te lancer un efface, genre, à peu près, genre. Ben, pas nécessairement pour agresser les gens, mais plutôt pour déranger, là. Oui, c'est ça, c'est moi qui se faisais battre à l'école, donc je dérangeais. Mais tu sais, plutôt pour... donc, corrige-moi. Donc, t'es bon à l'école, Simon? Bien, pas tout de suite. Je le suis devenu, en fait. Ma sœur était très douée à l'école rapidement. Moi, ça a été plus compliqué. Je te parle surtout de première, deuxième année, troisième année. Quatrième année, ça commençait à changer. Pour moi, c'était pas facile. Je manquais un peu de concentration à l'école.
Puis en 4e année, mon tournant, c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter, mais elle fait partie de ma genèse. Donc, je vous la répète pour ceux qui l'ont peut-être déjà entendu, c'est pas grave. Alors, en 4e année, ma professeure, elle circulait entre les pupitres. Elle a vu ce que j'écrivais. Elle s'est penchée sur mon épaule, puis elle m'a dit « Ah! Wow, Simon, tu écris bien. » J'ai dit « Mon Dieu, merci, c'est gentil. Oh non, vraiment, Simon, tu écris super bien. » Et dans ma tête, j'avais entendu un chant d'Alléluia, là. Ah! C'était magnifique. J'ai compris que j'allais devenir un écrivain. Sauf que Madame Marie-André, quand elle m'a dit que j'écrivais bien, elle parlait juste de ma calligraphie. C'est tout. Mais j'ai pensé que j'étais un écrivain, donc le mal a été fait. Je suis rentré chez moi convaincu que j'avais du talent. Puis là, j'ai commencé à lire des livres pour donner raison à Marie-André, pour m'améliorer encore plus. Et à la fin de l'année, elle m'a dit « Simon, c'est magnifique. Maintenant, tes phrases sont aussi belles que la façon dont tu les traces. » C'est là que j'ai compris que je n'avais pas compris la bonne chose, mais je m'étais transformé durant l'année. J'avais commencé à lire des livres, puis j'étais devenu plus studieux à l'école parce qu'elle m'avait beaucoup valorisé. Donc moi, quand j'entends des professeurs qui encouragent leurs élèves, je suis témoin de tout peut changer dans la vie de cet enfant-là. Puis moi, donc, c'est ça qui m'a donné l'élan pour devenir un gars studieux, premier de classe par la suite. Là, à partir de ma 5e année, j'étais tout le temps la main dans les airs, puis j'avais les bonnes réponses. Puis je suis devenu donc un gars travaillant, ce que je n'ai pas été d'emblée. Et dis-moi, la professeure que tu me parles, est-ce qu'elle sait? Est-ce que tu as pu la remercier de vive voix? Écoute, j'ai eu une chance exceptionnelle. J'ai beaucoup parlé d'elle dans mes conférences depuis des années parce qu'elle fait partie, comme je disais tantôt, de ma genèse, de ma fondation d'écrivain. Et j'espérais un jour pouvoir lui dire. Et un jour, je suis en pleine conférence dans un cégep, je parle d'elle et la présentatrice me dit « La professeure dont tu parles, c'est ma voisine. » Ben voyons donc, c'est quoi les chances? Ça se peut pas. Je pensais vraiment qu'elle se trompait. Puis elle m'a donné le courriel de Marie-André. Je me suis dit, je vais écrire un message, peut-être qu'elle ne se rappellera pas de moi. Ça se pourrait, là. Tu sais, des professeurs, ils en ont vu des élèves dans leur classe. Et elle m'a écrit un si beau message pour me dire « Simon, comment je t'aurais oublié? » C'est donc bien fin. Et on s'était donné rendez-vous donc en mars. Puis là, je parle de mars 2020. Donc, c'était au moment de la pandémie. C'était un peu avant la pandémie qu'on devait se revoir. Et là, la pandémie a tout mis sur la glace, bien sûr. Sauf que j'ai été invité à l'émission Première fois, animée par Véronique Cloutier. Ça, c'était en janvier dernier. Et lors de la pré-entrevue, parce qu'il y a toujours une pré-entrevue avant, en amont, pour voir comment on pourrait le surprendre. Et la première question qu'on m'avait posée, c'est qui est la personne que tu aimerais le plus revoir dans ta vie? Et sans surprise, j'avais répondu Marie-André. Ben, elle était là. Elle est venue, c'est la première qui s'est présentée sur scène. Ça a été nos retrouvailles télévisuelles. Puis si ça vous tente de me voir brailler, ben c'est disponible sur Tout TV. Je braille dès le départ. Oh mon Dieu! C'est un beau moment. Puis j'ai pu rester après pour lui dire à quel point, tu sais, de visou, parce que vous savez, en COVID, on ne peut pas se prendre dans nos bras. Il y avait une distance, mais j'ai quand même pu lui dire après à quel point qu'elle avait fait une différence dans ma vie. Je pense qu'elle était consciente. Mais c'est beau, je pense, de la part d'un professeur, de part et d'autre. C'est-à-dire de voir l'élan qu'on a donné à un élève, puis voir aussi de pouvoir dire l'élève qui est devenu grand, qui confirme ce qu'il est devenu. Je pense que c'est du mutualisme. En fait, il y a quelque chose de beau dans la transmission. Fait que j'ai eu cette belle chance là, de la retrouver. Même pour toi, Simon, c'est de réaliser que probablement cette professeure-là a bien entendu changé à quelque part ta vie, mais de lui redire aujourd'hui, à ton adulte, probablement que tu changes la sienne indirectement, de se faire dire, ben coudonc, quelqu'un, ben Simon, excuse-moi, mais tu réussis très bien ta vie, donc pour un, je veux dire, donc c'est une grande fierté à ce moment-là, j'imagine, de se faire dire ça. Je pense que ça confirme, ça doit peut-être certainement confirmer la valeur de son enseignement. Oui. Tu sais, comme elle disait, je peux récolter les fruits, parce qu'on ne récolte pas souvent. Les professeurs, souvent, ne retrouvent pas nécessairement leurs élèves. Oui. Puis donc, ils ne savent pas trop ce qu'ils ont semé. Mais là, elle pouvait me voir à la télévision, elle pouvait me lire, puis elle avait donc un impact. Son impact était clair. Puis elle m'a enseigné au début de sa carrière. Et là, j'ai su que cette année, elle prenait sa retraite. Donc, j'ai vraiment été... Wow. On se retrouve à la fin de sa carrière. Puis je pense que ça bouclait bien pour elle de voir un élève qu'elle a connu quand elle commençait.
Malade. Et Simon, ben là, ce qui m'amène à parler de la série 6 degrés. Donc, en plus d'écrire, donc pour les gens qui ne le savent pas, je ne crois pas, peu de gens ne doivent pas le savoir. Voyons, j'ai bien la misère avec mes mots. C'est à cause de toi, Simon. Je recommence. Peu de gens ne se... Oui, c'est ça. Donc, et si on parle de 6 degrés, raconte-moi où t'es venu l'idée au début de dire « Ah, moi, j'écris une série, puis je pars là-dessus. » Ben écoute, pour 6 degrés, j'avais déjà écrit un album qui s'appelle Florence et Léon, qui était un album dans lequel je parlais d'un de mes meilleurs amis, un de mes très bons amis qui est malvoyant. En fait, c'est quelqu'un qui a été très, très présent dans ma vie un certain temps. Et à notre première rencontre, il m'a dit « Je vois la vie à travers le trou d'une paille ». Et cette image-là m'avait assez saisi parce qu'il m'avait d'abord dit « Je vois 6 degrés ». 6 degrés, c'était un peu flou pour moi, 6 degrés. Mais quand il m'a expliqué que c'était l'intérieur d'une paille, c'était très concret. Ça rendait l'empathie facile, c'est-à-dire, OK, je prends une paille puis je peux voir ce que tu vois. OK, c'est très étroit. Et ça m'a rappelé un autre de mes amis qui a la fibrose kystique, Dave Saint-Pierre, pour ne pas le nommer. Puis j'en ai eu d'autres amis aussi qui ont la fibrose kystique, mais Dave, j'ai travaillé pendant un été dans un centre de photocopie avec lui. On faisait des trous dans des feuilles. Et il m'a raconté un peu tout son parcours, notamment la vie avec la fibrose kystique. Il m'avait dit que le cliché de courir autour de l'école puis de respirer dans le trou d'une paille, c'était pas anodin parce que ça représentait bien la douleur de la respiration, à quel point que c'est étroit, la respiration. Et donc, la paille devenait un objet symbolique pour se glisser dans la peau de l'autre. Je trouvais cette prémisse-là très belle. Je l'avais utilisée dans un album donc, qui a été publié il y a plusieurs années, qui a une belle vie, été traduit en quelques langues. J'ai même, pas loin, je pourrais montrer tout à l'heure la version en coréen. Quand même pas pire. En anglais, mais aussi en coréen, c'est pas pire. Wow. Et je l'ai donc adapté. J'ai conservé l'idée pour écrire 6 degrés, qui est l'histoire en fait d'un ado, Léon, 16 ans, qui apprend dès le départ, qui vit un grand vertige. Il perd sa mère et donc il est catapulté dans la famille de son père, ne voyant que 6 degrés. Donc c'est beaucoup d'adaptation pour n'importe qui, mais quand tu as une vision réduite, c'est encore plus vertigineux. Parce qu'évidemment, les repères, quand tu es malvoyant, c'est tout. Le nombre de pas, la musicalité, tout ça est important pour pouvoir se déplacer. On appelle même ça l'écolocalisation. Quand on se déplace, des fois en claquant des doigts, comme peuvent le faire les baleines ou les chauves-souris, c'est avec le son qui réverbère contre les murs. Donc, mon ami, parfois, claque des doigts pour voir la distance entre que devant lui. Et donc, j'ai récupéré ça et il rencontre Florence à l'école, une jeune fille de 16 ans comme lui, et je me suis offert le rôle, que la fibrose kystique, je me suis donc offert le rôle d'un professeur de français hyper inspirant, très, très important dans la vie de Léon. Et ce professeur-là, il est inspiré d'un prof que j'ai eu quand j'étais au secondaire. Il s'appelle Serge Boucher, que vous connaissez peut-être, qui a écrit Aveux, Apparence, Feu. L'an passé, il a écrit Fragile, une série formidable, grand dramaturge, grand scénariste et grand professeur de français qui m'a enseigné à 2 reprises. Et il a fait une différence dans ma vie. Puis donc, je trouvais ça beau de m'inspirer de lui pour bâtir un personnage qui va changer la vie de son élève. J'ai longtemps voulu devenir professeur. J'ai pas fait ça, donc je me suis donné le rôle d'un professeur. Wow. Et les gens voient au bas de l'écran présentement, donc la série 6 degrés est disponible sur tout.tv. Et là, raconte-moi comment, dans quelle bulle que tu te mets pour écrire. Est-ce que tu prends refuge dans un chalet? Est-ce que tu écris dans le bain? Comment Simon Boulris écrit une série? Tout d'abord, est-ce que c'est différent pour toi écrire un bouquin et une série? Tu te mets-tu dans un beat complètement différent? Je te dirais que non. L'écriture, pour moi, c'est l'écriture et j'ai la chance, parce que je considère que c'est une chance, d'être inspiré partout. Donc, me retirer dans un chalet comme le font certains écrivains, ce n'est pas quelque chose d'important pour moi. Est-ce que ça m'empêche d'écrire? Pas du tout. Mais je peux très bien écrire chez moi. C'est ce que je fais le plus. Je suis un peu pantouflard dans la vie. J'étais un peu, tu sais, l'idée du cocooning, j'étire cette idée-là dans l'écriture. Je crée mon cocon. Je n'ai pas de bureau. Il y a beaucoup de gens qui ont des bureaux d'écrivains, puis je trouve ça beau. Moi, j'écris à la table à manger. Alors, j'ai une grande table à manger. D'ailleurs, je me trouve sur la table un pan de la table à manger. J'écris de l'autre côté et j'ai une super belle vue. Là, il fait un peu noir, mais je vais vous montrer. Normalement, il y a un superbe soleil ici. Ouais. Et là, j'ai plein de livres autour de moi. Ça, c'est pas mon bureau, là, c'est vraiment juste la salle à manger. J'ai des livres partout chez moi. Et comme c'est la pièce la plus lumineuse,
c'est ici que j'écris, pas dans mon bain, j'aurais trop peur d'échapper mon laptop parce que j'écris vraiment sur mon ordinateur. Je suis un peu... j'aime beaucoup le côté romantique de l'écriture papier, sauf que j'ai réalisé que pour moi, c'était plus lent. C'est plus rapide maintenant. J'ai passé de l'autre côté, là. C'est-à-dire que je trouve ça plus romantique, mais c'est plus efficace écrire directement sur un clavier, sur mon laptop. Donc, je traîne mon laptop partout quand je ne suis pas chez moi, puis j'écris constamment. Et écrire pour enfants, ados, adultes, c'est pareil. En tout cas, dans l'intention, dans l'écriture. Puis écrire une série télé, écrire un roman, de la poésie, du théâtre, ça demeure de l'écriture. C'est des formats différents. Ça demande où il y a des expertises différentes parce que c'est pas... Je vais donner des exemples. Okay? Si j'écris une série télé, j'essaie toujours, comme c'est de la télé ou du cinéma, de montrer plutôt que de dire. C'est pas intéressant de tout dire dans le dialogue ou de les non-dits et quand les scènes muettes sont souvent plus payantes que la parole parce qu'on est dans l'image. C'est d'abord de l'image. Alors que quand j'écris du roman, je peux rentrer dans une narration interne, on peut être dans la tête de quelqu'un. Ça, c'est un grand plaisir de pouvoir tout décortiquer, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit des autres. On appelle ça le flux de la conscience, quand on peut tout dire ce qu'on pense. Ça, c'est un privilège du roman, qui a toutes les libertés. On peut avoir de la narration, on peut avoir des dialogues, tout ça, c'est un terrain de jeu, le roman. Le théâtre, c'est souvent l'évocation. On est dans l'art de l'évocation parce que on n'est pas nécessairement dans un réalisme classique. On a besoin d'une voiture. C'est rare au théâtre qu'on va installer une voiture sur la scène. Donc, en partant de ça, le réalisme n'est pas important au théâtre. On est dans les conventions. Et ça, j'aime ça parce qu'on peut décoller du réel. On peut aller dans la poésie. Donc, je te dirais que c'est un peu les trois lignes différentes, mais j'ai du plaisir dans les trois sphères et dans la poésie aussi. La poésie qu'on peut retrouver un peu partout. C'est un angle différent sur la vie. Je le vois un peu comme ça. Donc, tout ça, pour moi, l'écriture, même quand elle est régie par plein de codes comme l'écriture scénaristique, ça peut être le fun. Ça peut être un défi agréable. Et quand tu écris, Simon, est-ce que tu dis, OK, bon, là, j'écris de 9h à 4h, ou tu es en train d'écouter les nouvelles, puis tu dis, j'ai un flash. Puis là, tu pars écrire? J'essaie quand... moi, je ne suis pas très routinier. Il y en a qui écrivent comme Michel Tremblay. Justement, je le vois derrière toi. Là, Michel Tremblay et moi, on est ensemble sur la photo. Mettons, Michel, il écrit chaque matin entre telle heure et telle heure, du mois de novembre, mi-novembre, jusqu'à mi-février. Il écrit un roman par année dans cette période-là. Je le dis parce que je le connais bien, je le côtoie, donc je sais que c'est son rythme. Il est dans une routine d'écrivain. Ça fonctionne souvent, ça. Puis il y en a d'autres pour qui c'est moins utile des routines. Puis moi, je réalise que la routine ne me sert pas. Il faut juste connaître son ADN d'écrivain ou son ADN d'artiste. Moi, j'écris quand je peux, j'écris partout, je traîne mon laptop, donc je peux écrire dans le métro. Moi, c'est pas... Ouais, j'écris dans le métro, dans l'autobus, partout. Même quand je fais des salons du livre, là, souvent, on a des plages horaires où on n'a rien pendant 1 heure. Moi, je vais toujours dans les salons, le salon de l'auteur pour écrire. C'est mes collègues qui m'ont nommé que c'était étonnant. Moi, je pensais que tout le monde faisait ça. Puis j'ai des collègues qui m'ont dit « Mais t'écris vraiment présentement? » Je fais « Ben oui. » Je dis « Mais on t'haït. Comment t'es capable de te concentrer même? » Et je pense que c'est une facilité que j'ai. J'ouvre mon laptop, puis c'est comme si ma bulle se créait rapidement. Je n'étais plus là. J'étais aspiré par mon histoire. Peu importe, je l'ai laissé en plan à quel moment. Donc ça, je pense que c'est un atout. Je réalise, en tout cas, en parlant avec des collègues, que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là de pouvoir grappiller des 15 minutes d'écriture n'importe quand. Donc voilà. Donc Michel Tremblay, parce que là, je viens de le voir sur une photographie, belle relation avec lui, puis je suis très opposé dans la façon d'écrire. Et pourtant, on a des obsessions qui sont pas loin l'une de l'autre parce qu'en partie, l'amour de la mère. Michel Tremblay a mis sa mère sur un piédestal. Il a donné une tribune à une femme qui n'en avait pas beaucoup eu dans sa vie. Puis, à une autre échelle, naturellement, une échelle avec beaucoup plus d'humilité. Mais ma mère qu'on voit présentement, là, je la vois derrière. Bien, ma mère, elle, évidemment, je l'aime profondément et je lui donne, moi aussi, je pense à ma manière, une tribune dans mes histoires parce que sa couleur, c'est une femme colorée, qui a peu de censure. Hein? Elle dit tout ce qu'elle pense, est très flamboyante. C'est une mère flamboyante et théâtrale, même si elle n'a pas fait de théâtre dans sa vie. Elle m'a inspiré la théâtralité.
je pense que c'est comme si ça m'avait inoculé l'amour du théâtre en étant seulement théâtrale. Donc, elle a beaucoup de place dans tout ce que j'écris, ma mère. Est-ce que tu me permets de dire que vous habitez tout près? Alors, c'est fantastique. Donc, parle-moi un peu de ça, d'avoir la famille tout près. Très, Bien, très près. Je te dirais que c'est un avantage depuis toujours, mais depuis la pandémie, je pense que ça a même décuplé la joie de se savoir tout près. Donc, là, je vous parle de mon Saint-Henri, de mon appartement dans Saint-Henri, dans lequel se trouvent aussi mes parents, qui sont au rez-de-chaussée. Donc, ils ont tout l'étage et évidemment le sous-sol. Ma sœur, c'est ma voisine. Juste derrière ce mur de livres, c'est ma sœur, Vicky. Et on est donc les 4 ensemble. Moi, j'ai aussi mon amoureux qui vit avec moi. On est donc tous ensemble dans le triplex. Et je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je partage la nouvelle. Mes grands-parents sont dans une résidence depuis plusieurs années. Peut-être non, pas depuis plusieurs années. Depuis le début de la pandémie, à peu près, un peu avant la pandémie. Il y avait un appartement, puis là, comme ils ont 92, 93 ans, c'est pas jeune, hein? Donc, mon grand-père avait un peu mal à une hanche, à une jambe. Donc, monter les marches pour se rendre à l'appartement, c'était peut-être pas l'idéal. Mes parents ont trouvé une résidence pour eux. Et là, avec la COVID, ils ont été très isolés. Ça n'a pas été une belle période pour eux pour perdre leur autonomie dans un appartement. Donc, mes parents leur ont proposé la semaine dernière de venir s'établir dans leur appartement à eux. Et je pense qu'ils ne veulent pas déranger. Puis ils veulent pas, ils pensent que ça va représenter un boulet pour eux, pour mon père, puis pour ma mère. Mais j'espère qu'ils vont dire oui, parce que moi, les savoir tout près, ça me réconforterait beaucoup, surtout en pleine pandémie. Puis on est tricotés serrés, on est une famille. Je pense qu'on est une famille où il y a beaucoup d'amour. On n'est pas démonstratif, on ne nomme pas beaucoup l'amour dans ma famille, mais on n'en pense pas moins. Et j'aimerais ça qu'ils disent oui. Ben, quel beau privilège. D'abord, d'habiter avec maman, la sœur, ici, les grands-parents arrivent. Mon Dieu, c'est comme un chambre en ville, version familiale. Ben oui, c'est un beau privilège. Et en tout cas, je vous le souhaite beaucoup. Simon, je voudrais qu'on joue un jeu. Si on me parle le petit truc, envoyez-moi les chansons. T'es pas un bon chanteur, je crois. Tu l'as déjà dit, ou moi, je suis pas un bon chanteur, donc je te demanderai pas de chanter. En fait, j'adore chanter. Je pense que je pogne les notes, mais j'ai une voix de marde. Que ça sonne jamais beau. Ben, écoute, j'ai une voix de marde, moi, avec. Je chante pas bien. Donc, l'équipe va nous envoyer un nom. Et puis, tu peux chanter la toune ou me dire un titre qui te vient en tête. Puis, on va jouer un jeu, on fait un petit pointage comme ça, OK? Alors, on part, mettons... Bon, on y va avec Michel Louvain. Ben là, c'est facile. Le classique, c'est que les 7 de l'inconnu. La femme en bleu. La femme en bleu, seule à sa table. On va lui donner le point. On va regarder un autre qui l'a déjà eu. On va y aller avec un autre artiste. Marie-Carmen. Marie-Carmen. Là, tu résonnes dans mon cœur parce que Marie-Carmen, je veux dire, moi, Miel et Venin, c'est un de mes albums classiques de tous les temps. Là. J'aime toutes les chansons. Entre l'ombre et la lumière, c'est une chanson très chère à mon cœur. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce qu'il faut que je la chante ou que je dise pourquoi je l'aime? Ben, gars, vas-y comme tu le files, vas-y. C'est juste que je trouve que la chanson encapsule bien la vie de beaucoup de gens qui passent constamment de l'ombre et la lumière. Puis ça, c'est ma vie comme celle de tant de vie, là, mais j'aime beaucoup être autant dans l'ombre et même la pénombre et les ténèbres, parce qu'un auteur a besoin de ça. Mais j'aime aussi marcher vers la lumière. Comme la toune de Patricia Cass, entrer dans la lumière, comme un insecte fou. Que c'est beau, quoi. Hein? Comme un insecte fou. Mais oui, Marie-Carmen, c'est pour moi un classique de tous les temps. Charles Aznavour. Ah, moi, ma préférée. Okay, j'aime beaucoup Charles Aznavour, mais moi, comme ils le disent, là, j'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Saint-Razat. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte pour laisser maman reposer. Bien souvent, mon Dieu, je fais des gestes. Bien souvent, je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail. Oh, c'est rendu Lara Fabian. OK. Alors, Lara Fabian, c'est toute mon adolescence. Vraiment, parce que c'est même pas une image. Je bavais chaque nuit sur sa joue parce que ma mère avait imprimé le visage de Lara sur ma tête d'oreiller.
Donc, je dormais vraiment en symbiose avec cette chanteuse et j'ai fait partie de son fan club. Et un jour, il y avait un concours pour interviewer Lara Fabian et j'ai écrit une lettre bien intense et j'ai gagné. Donc, une de mes premières fois à Montréal, en tout cas, la première fois dont je me rappelle être venue à Montréal, c'était pour interviewer Lara Fabian au resto, ça s'appelait Auprès de ma blonde. C'était en face du théâtre d'aujourd'hui. Et ça avait été un super moment. Elle s'était assise sur mes genoux. On a pris des photos hyper complices. Donc, j'aime tout. J'aime tellement... J'aime l'être humain, j'aime sa sensibilité, j'aime son intensité. Et c'est surtout, il y a un pan nostalgique, c'est vraiment beaucoup mon adolescence, d'aimer Lara Fabian alors que tout le monde tripait sur Green Day. J'étais un peu électron libre à Saint-Rémy, je pense. Oh, Annie Lennox! Vas-y, oui. Moi, la chanson. OK, j'en aime plein. Why? Tell me why? J'adore ça. Sinon, il y a No More I Love You. Que j'aime cette chanson-là. Il y a aussi la reprise de Water Shade of Pale. Ah, j'aime sa voix. Et une de mes chansons préférées encore, j'en aime beaucoup, là, mais c'est une chanson très dure à chanter. C'est Maybe Struck by an Angel. OK, mon anglais est dégueulasse, là, mais cette chanson-là, c'est que ça commence super... Écoute, ça va tellement... No, 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 like these. And suddenly my heart goes wrong. There must be... Après ça, on monte, là. J'adore ça. C'est périlleux. Chanter cette chanson-là dans un karaoké, c'est tout le temps un fiasco. Mais mon Dieu que c'est le fun. Ça va dans... C'est comme un manège. Je me sens dans un manège. Et j'aime beaucoup la femme aussi. J'aime cette femme-là, ce qu'elle représente, ce qu'elle défend. Grande artiste. Oui. Mon Dieu, Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, là, bien évidemment, je pense qu'il y en a plein de chansons classiques, mais moi, je trouve ça beau, l'histoire derrière Jean du Pays, qu'il a sorti la chanson comme ça, de façon inopinée, lors de la fête nationale. C'est quand même complètement fou d'avoir créé notre propre air musical comme ça, live, avec Yvon Deschamps puis Louise Forestier. C'est un moment de grâce qui est devenu un classique. Jean du Pays est devenu un classique, c'est complètement fou. Puis quand j'ai eu 16 ans, j'étais venue à Montréal pour faire une émission qui s'appelait Lisa. C'était Lisa Frula. Puis j'étais allé lire un poème à la télévision de Radio-Canada. C'était un poème de Gilles Vigneault. J'étais bien excité de ça. Wow. Gilles Vigneault, OK, on envoie un autre nom. À date, il y a tout le temps une réponse avant moi. Je dois avoir 0. Ah ben là, Dalida, laissez-moi danser. Laissez-moi danser. Laissez-moi chanter, danser en liberté tout l'été. Puis évidemment, il vient d'avoir 18 ans aussi. C'est une chanson un peu wrong aujourd'hui, mais c'est une chanson qui fait, même si je sais que c'est une chanson qu'on pourrait facilement censurer, il y a quelque chose de réussi dans cette chanson-là, dans la longueur de cette voix-là. J'aime beaucoup sa reprise de Avec le temps. On dirait qu'elle comprend intimement ces paroles-là. J'aime évidemment la version originale de Léo Ferré. C'est une grande chanson, mais je trouve que c'est un cover spécialement réussi. Avec par son sa roulement. voix, on sent l'émotion. Ah oui, t'as raison, absolument. Oui. On y va avec un autre artiste. Marie-Mé. Marie-Mé, que je connais un peu moins. Je l'avais suivi beaucoup à l'émission Star Academy. Puis après ça, j'ai un peu perdu de vue. Donc moi, je suis pas un connaisseur du tout de Marie-Mé. Je peux pas te donner une chanson non plus de Marie-Mé. Mais je connais moi. Ah oui, t'as raison. OK. Oui. Ou Cobra, C-O-B-R-A. Oui, t'as raison. Les bohèmes, on est dans... Les Backstreet Boys. Il y a une faute, il faut coller Back et Street, ça va ensemble. C'est Backstreet. Oh! J'étais amoureux de Brian Littrell. C'était mon préféré quand j'étais jeune. Alors, je connais toutes les chansons, mais amoureux en cachette, tu sais, j'osais pas le dire. J'ai vraiment écouté toutes. J'aimais beaucoup As Long As You Love Me. Mon préféré, c'était Every Little Things That You Have Said and Done. Ah, je trouve ça beau. C'est Brian qui disait ça. C'était mon préféré. Je t'avoue, tu me perds parce que c'est pas tant ma génération, les Backstreet Boys. Je connais une couple de tunes, là, mais c'est la mienne. Un peu. Gilbert Bécaud. Ben, j'aime beaucoup. C'est lui qui a chanté la chanson avec, j'en connais plusieurs, là, mais la chanson avec
avec Martine Sinclair. Ben oui. L'amour et loi, c'est bien lui, c'est ça. L'amour est mort. L'amour est mort, c'est ça, l'amour est mort. Chacun Voilà. Excuse, je te chante ça, excuse-moi. La finale, là, nous ne dirons plus je t'aime. Puis, évidemment, Martine pousse. Ah, c'est beau la note de Martine. Elle la pousse longtemps, là, elle. Je t'aime. Ah, que c'est. On est capable, on te la sent-tu? On est Ouais. capable. Moi, putain, on va donc. OK, Je... 3, 4. Je Je commence parce que j'embarque après. OK. Je t'aime. Je t'aime. Parce que il y en a une qui embarque après. T'aime. Voilà. Mais c'est ça parce qu'il embarque, il la commence pas en même temps. C'est ça qui est intéressant. Oui. Il commence pas la note en même temps. Il y en a un qui commence, puis après ça, Martine embarque. Oui, Ou oui, c'est oui, l'inverse. c'est une En très tout cas, belle j'aime chanson. ça. C'est Oui. pas un vrai duo. Ben, ce bout-là. T'as remarqué, je chante comme de la merde, hein, donc tu peux pas prendre Ah, grande, mon Dieu, je me reconnais en toi. Oui. Si t'es comme moi, j'adore ça, chanter du karaoké. Mais nous, on le chante à la campagne quand c'est loin de tout le monde et non tu es dans un bar. Ah, moi, j'ai pas de scrupules. Je peux le faire devant le public. Ah, ben ça me dérangerait pas. Alors, il va avec la bonne petite souriante. Je suis pas capable de te sortir. Attends, c'est-tu... Une histoire. Non, c'est pas ça. Bottine souriante, je m'exporte pourtant. Hey, j'ai fait un spectacle avec eux autres. C'est honte à moi de pas. La bottine, Oui, c'est ça. Ah. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Britney Spears. Ah, Britney Spears, mon Dieu. Ma chanson préférée pour danser, c'est Toxic. Moi, quand tu mets Toxic ou Please Don't Stop the Music de Rihanna, c'est les deux chansons où je pousse les gens. Tassez-vous, c'est mon stage. Je deviens agressif. Moi, le violon de Toxic, c'est comme si ça venait me chercher dans les tripes. Tu sais, c'est viscéral. Là. Je fais, oh mon Dieu! C'est comme si c'était tribal en moi, là, le violon de Toxic. Puis là, je pousse tout le monde, puis je fais des grands battements. Puis si t'es trop proche, je vais te kicker. Je suis désolé, mais j'ai pas envie de danser. Tu sais, dans le texte de présentation, j'ai parlé entre autres Simon Boulris, blablabla. Est-ce qu'il se pitchait à l'école sur le dance floor, quand ça, par exemple, quand Madonna partait? Oui. Oui. Tu sais, dans les danses de gymnase en 6e année, des affaires de Ah même, mon là. Dieu! Oui. S'il y avait un concours, là, je voulais absolument le gagner. Je me donnais même un peu trop. C'était tout le temps ça. J'avais perdu un concours de danse en secondaire 5, puis je ne comprenais pas, je trouvais que j'avais. Puis quelqu'un m'avait dit, t'en as un peu trop fait. Non, trop fait, on n'en fait jamais trop. Ouais, Margot Lefebvre, ça, je suis bon là-dedans, moi. Ah non, c'est pas ça. Attends, c'est pas mal, non. C'est la photo Passanova. Vers l'amour. C'est la photo Passanova. Margot Lefebvre, oui. Demande-moi en point un autre, je peux pas t'aider par contre. Margot Lefebvre. J'ai-tu eu un point? Ah, merci. Simon 15, Yannick 1. Céline Dion. Ça me dit rien, ce nom-là. Non, mais Céline Dion, là, t'as pas idée comment les années là, de 85 à 99, genre, j'ai une obsession avec cette longue décennie. Là. Pour moi, ça a été... Écoute, et puis tu sais, réécouter souvent, là, je réécoute constamment ses prestations partout. Moi, là, son premier album, Unison, là, me rend complètement fou. Where Does My Heart, là, je pense que c'est une voix qui n'a aucun bon sens quand elle chante Where Does My Heart. Tu sais, le Get It Song, yeah! Oh, que je trouve ça beau. J'aime ça. Puis tu sais, j'écoute toutes les versions pour tout voir quand il y a des variations. J'aime toutes les variations vocales de Céline. Ça me rend fou. Je peux perdre là, dans un vortex de Céline, je peux perdre un bon 3 heures. Des fois, plutôt que d'écrire, je vais regarder juste du YouTube de Céline. Ça m'arrive souvent. Mon chum est complètement en accord avec toi. Il est amoureux fou de Céline. Et je dois te dire, au dernier spectacle, d'ailleurs, tous les fois, on est allé voir son spectacle. Et il y a une année, dans le dernier spectacle, j'ai osé prendre mon téléphone. Comment? Qui m'a donné un char de merde? Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? C'est Céline. Voyons, un coup de coude. Céline, excusez-moi. J'ai décroché le matin après une demi-heure. Genre, j'ai pris mon téléphone discrètement de même, mais non, ben c'est ça. Ah, OK. Oui. Moi, je pensais que c'était pour la filmer, parce que moi, mon Non, cellulaire... je l'ai filmé, mais je suis allé voir quelque chose sur Facebook pendant le show. Ben là, non, je suis d'accord avec ton chum, mais franchement, tu réponds pas à des textos au jour de Céline, voyons donc, franchement. Oui. Bon, ouais. Écoute, by the way, oui, on l'a filmé. Non, mais écoute, on l'a filmé. On était assis vraiment près du stage, donc je l'avais vraiment proche. Fait que pour moi, un coup qu'il est venu une fois, je l'ai filmé 2 fois, 3 fois. Quand il était rendu plus loin, je dis bon, c'est le temps, je vais sur Facebook. Mon chum, de fois après. Est-ce qu'on a un autre artiste? Et le dernier, OK? Le dernier, on y va avec Mitsu. Oh, Mitsu, ma préférée, c'est une version toute douce, c'est Lettre à un cowboy. Tellement. Une chambre sans projecteur,
t'écris une lettre avec mon cœur. Ce soir, ma vie n'a plus de chaleur. Tes yeux n'ont pas la bonne couleur. Baby love, tu vois tout en noir. Alors, je trouvais ça beau, cette chanson-là. Puis c'est beau, c'est une réponse à un gros succès qu'elle a eu dans la douceur, dans une prise de conscience. J'aime ça, moi, ce jeu-là, de se répondre à soi-même, d'avoir vu une évolution, parce que c'est comme si elle avait créé un personnage qui s'en voulait d'avoir été aussi... mon Dieu, c'est un peu violent comment quand il traitait quand même dans Bye Bye mon cowboy. Elle réduit un peu à un objet sexuel, puis là, on sent qu'elle se sent coupable. Donc, la culpabilité, j'ai trouvé ça beau comme chanson. Alors, Simon, je t'annonce que... Rappelle-toi aussi, Mademoiselle Anne, elle amie marche sans regarder. Mademoiselle est un mystère. La scène de cette vidéo-là, quand elle est dans la salle de bain, là, elle est magnifique. Là. L'image, les cheveux, c'est super. Barbara Mitsu est toujours belle, là, mais oh my God, oui, bien sûr. Ben oui, Mitsu. Eh oui, une grande icône pour nous qui a... Pardon? Ouais, Simon, by the way, donc on peut l'applaudir, 17. Yannick, 1. Bravo, Simon. Félicitations. Simon, je voudrais te poser la question. Donc, tu es avec ton conjoint depuis 4 ans et les gens se demandaient dans l'équipe ici, est-ce que tu as le temps de le voir ou tu le croises une fois de temps en temps dans le corridor? Écoute, mon chum, il est ingénieur minier. Donc, il part beaucoup. Il part souvent au Nunavut, puis il revient comme ça, il y a des 2 semaines. Donc, quand il n'est pas là, évidemment, j'ai un autre rythme de vie. Je travaille beaucoup le soir. Je regarde moins la télévision. Je suis vraiment plus dans un cycle. Là, je fais du YouTube. Je fais beaucoup de Céline quand il n'est pas là. Mais sinon, je suis beaucoup dans l'écriture. Puis quand il revient, j'essaie d'avoir les 2 semaines où je suis plus présent pour lui, pour rattraper le temps perdu. Puis on s'est mis, moi qui est un peu workaholic, je me suis mis des limites de travail. Normalement, je peux travailler toute la soirée et même une partie de la nuit. Quand il est là, à 6 heures, peu importe, je ferme toujours mon ordinateur et je passe la soirée. Rarement, mettons des fois avant un tournage, je vais regarder des trucs le soir, mais généralement quand il est là, je suis vraiment avec lui puis on regarde des RuPaul Drag Race ou on regarde des séries avec un grand bonheur. D'ailleurs, et on a besoin de cette complicité-là. Beaucoup dans... Je reviens avec le cocon, j'ai un peu ça, puis j'aime ce quotidien-là avec lui. Tout comme nous, d'ailleurs, j'ai su que tu as adoré la série Six Feet Under. Nous, on a été des fans finis. Oh mon Dieu, mais écoute. ça j'ai écouté avant mon chum, mais cette série-là, pour moi, c'est la finale la plus puissante. Je ne suis pas original de dire ça, là, mais c'est quand même une finale inoubliable d'une série, parce qu'on s'attache, hein, dans ce genre de série-là, où les personnages sont profondément imparfaits et beaux, on dirait qu'on a envie de les rapatrier dans notre famille à nous. Ce sont des membres de notre famille. Puis avec Friends, j'avais vécu la même chose. Friends, c'était rendu mes amis. Je sais que je ne suis pas original non plus de dire ça, mais des séries qu'on a tellement aimées, on dirait qu'on veut s'inscrire dans le clan, qu'il soit familial ou d'amis, la Chosen Family. Puis quand une émission se termine, ben, on vit un vrai deuil. Pour moi, c'est pas un deuil niaiseux, là, c'est un deuil de quotidienneté, d'avoir vécu au quotidien une complicité. Comme si on avait part à la noce avec eux. C'est beau quand même, ce que ça peut faire à la télévision dans certains cas. Oui, absolument. On l'a eu aussi avec Beauté désespérée et aussi, Beauté désespérée. J'ai eu, je ne sais pas si tu as suivi ça un peu, mais bon, de toute façon, il y a différentes séries. Puis ici, entre autres, là, avec mon Dieu, c'est un 6 ans de série, à peu près 7 ans, puis qu'on écoutait. On s'attache. Tellement. Simon, tu es porte-parole. Dis-moi si c'est le bon terme encore, porte-parole. Et puis, explique-moi, donc, on va le voir au bas de l'écran, donc, pour la Fondation. Explique-moi tout d'abord comment on est venu te chercher pour Interligne. Oui, alors Interligne, c'était par le passé, vous connaissez sans doute plus Gay Écoute. Alors Gay Écoute, c'était un centre d'appel, un centre d'écoute. On appelait pour, que ce soit pour, si tu veux, je dis n'importe quoi, mais faire un coming out, mettons, ou te révéler ton identité à quelqu'un, ou te poser des questions pour avoir un répondant ou une répondante, juste pour avoir une oreille, ou t'es parent d'une personne, t'es le parent d'une personne qui se pose des questions sur son identité de genre ou sur son orientation sexuelle, peu importe. Donc, tous les gens qui sont touchés de près ou de loin par la communauté LGBTQ+, et les questions qui s'y rattachent, avaient une oreille.
pour Gay Écoute. Et là, ça a muté en interligne parce que c'est un terme qui est certainement plus inclusif. Gay Écoute, c'est un peu restrictif, là. Donc, ça soit plus inclusif, c'est devenu interligne, mais c'est le même principe. Sauf que maintenant, avec la technologie, il y a aussi la possibilité, oui, d'appeler au téléphone, mais aussi toujours maintenant d'écrire par texto. Puis ça, il y a des jeunes pour qui c'est beaucoup plus facile de se livrer à l'écrit par message texte ou par courriel. Mais message texte, tu sais, c'est très, très utilisé chez les jeunes. Et moi, si j'avais connu l'existence de Gay Écoute quand j'étais adolescent, je pense que je me serais sauvé certains malheurs. Certaines, en tout cas, un isolement. Je pense que j'aurais brisé un peu mon isolement de croire que j'étais le seul au monde. Je viens de Saint-Rémy, une toute petite ville de 5000 habitants, et à mon école secondaire, il n'y avait personne qui avait fait de coming out. Je connaissais aucun homosexuel, j'avais aucun modèle physique, concret. À la télévision, quelques-uns. Ou au cinéma. Mais humains, là, des humains autour de moi, dans mon quotidien, absolument pas. Et le fait d'avoir eu un répondant, si j'avais appelé à l'époque, je suis convaincu que ça aurait allégé mon passage au secondaire. Je me serais senti peut-être un peu plus normal. C'est un terme que j'aime pas nécessairement, mais bon, je me serais senti peut-être moins bizarre ou je pense que ça m'aurait connecté un peu. Et donc, j'ai la chance d'aller beaucoup dans les écoles, tant au primaire qu'au secondaire. Puis maintenant, des coming out au secondaire, c'est monnaie courante. Il y en a de plus en plus au primaire aussi, ce que j'encourage tout le temps. En tout cas, quand tu as envie de nommer ton orientation ou ton identité, c'est toujours bienvenu. Tu peux aussi refuser les étiquettes. Tu as tout à fait le droit de ne pas vouloir appartenir à une caste ou à un titre ou à une lettre, parce qu'il y a plein de lettres qui composent le LGBTQ, 2S, il y a un autre Q, tout ça. Non, tu as le choix de t'en dégager. Tu as tout à fait ce choix. C'est légitime de ne pas vouloir appartenir à une lettre. Mais parfois, le fait de savoir que tu n'es pas le seul de ta gang, ça te rassure. Donc, ce pouvoir-là, il ne faut pas banaliser le pouvoir de se nommer. Puis de savoir, pansexuel, mon Dieu, je pense que c'est ce que je suis. Ou asexuel, j'ai pas de désir. De nommer certaines choses que tu vis, puis d'en parler. Donc, Interligne permet ça, d'avoir quelqu'un qui peut répondre à des questionnements qu'on a, nous rassurer ou banaliser le stress qu'on peut vivre. Je pense que c'est ça, une écoute, un peu d'aide, puis aussi diriger vers des aides adéquates dans certains cas. Mais on a besoin, il y a de la détresse. Puis là, je parle pas juste des jeunes, il y a aussi des adultes qui en vivent et des personnes âgées, hein, parce que ça, c'est Danny Turcotte en parle très, très bien. Là, il va même faire un documentaire sur les personnes âgées homosexuelles qui retournent dans le placard pour ne pas vivre d'intimidation. Ça, là, je trouve que c'est un sujet passionnant et horrible et terrifiant. Donc, voilà, je pense qu'on doit juste en parler le plus possible. Puis j'ai la chance de rejoindre un bassin assez intéressant d'ados. Puis quand je parle de mes histoires, parce qu'il y a beaucoup d'homosexualité, d'homoparentalité, la question trans est abordée dans mes livres ici, ou la non-binarité aussi. Donc, quand j'aborde ces questions-là, même avec les enfants, je suis toujours heureux de dire, si vous posez des questions, vous avez envie d'avoir une oreille, Interligne existe, puis vous appelez, vous écrivez, ça va peut-être vous faire du bien. Parce que moi, ça m'aurait fait du bien. C'est tout ce que je dis comme ça, puis je pense que ça peut peut-être aider certaines personnes. Bien, absolument, absolument. Et félicitations d'ailleurs de... Je dis, Yannick, on est 4, je ne suis pas le seul. Oui. Alors, on est 4 co-porte-parole, puis on fait tout ça avec le plus d'amour et de générosité possible. Félicitations d'en parler. Et puis d'ailleurs, je veux dire, là, on voit donc interligne.co, c'est pas une erreur, c'est pas .com, donc c'est interligne.co. Et le numéro là, qui est 1-888-505-1010, c'est le numéro qu'on peut texter aussi. Oui. Alors, on invite les gens à évidemment, si vous sentez un besoin, bravo pour ça. Je sais que tu n'es pas le seul, Simon, mais évidemment, comme tu dis, il y a quelques années, on aurait besoin d'une référence. Puis moi, je suis un petit peu plus vieux que toi. J'en avais fuck all, on va mettre ce mot-là. Je m'excuse d'employer l'anglicisme. Alors, pour moi, ma seule référence à qui je pouvais me référer, c'était Boy George. Tu vois, là, ma référence était très, très loin. Donc, quand même. Simon, je vais te donner des petits mots et j'aurais envie que tu me dises, ça te fait penser à quoi ou un souvenir quelconque. Si, par exemple, je te dis Noël. Pour moi, Noël, c'est la famille. Noël, ça sera toujours la famille, puis ça sera des jeux, des cris,
Moi, il y a des odeurs des cris de joie, là. Parce qu'on jouait à des jeux. Je me rappelle qu'on se mettait en ligne, là, toute la famille, on mettait des chaises. Puis là, il y avait un maître de cérémonie qui disait, le premier qui m'apporte une paire de bobettes rouges. Ben là, je mettons une brassière. Puis là, les femmes enlevaient leur brassière. J'aimais ça, l'énergie que ça crée, ou mettons un portefeuille bleu. Puis là, je courais dans la maison, genre, dans ma chambre. J'aimais ça, ce moment où les petits et les plus grands étaient tous dans le même jeu. Ça, c'était rare. Mais j'aimais ça, ces moments-là. Puis évidemment, bon, il y a le rituel des cadeaux. C'est tout le temps un incontournable quand tu as un enfant. Mais plus que les cadeaux, c'est la proximité qu'on donnait. On s'embrassait après, puis c'est les parfums de mes matantes. C'est ça le spray net, parce que les années 80-90, du spray net, des parfums mélangés. Et la quintessence de Noël pour moi, c'est la pile de manteaux sur le lit. Les manteaux de fourrure, parce que c'était l'époque, avec de la neige dedans. J'aimais beaucoup me blottir dans ces odeurs-là, puis fouiller dans les poches. Donc, toutes mes oncles, puis mes tantes, je ne suis pas une si grosse famille, mais j'aimais ça, les manteaux sur le lit chez mes grands-parents. C'était vraiment une joie. Tu me dis ça, jouer à des jeux, moi aussi, puis dansez-vous un peu, c'est-tu, on danse sur la table de salon, puis on danse sur Oye, comment on va un petit peu, ou on joue juste à des jeux? On jouait plus à des jeux, mais moi, des fois, je dansais tout seul. Moi, je mettais une toune, puis je dansais tout seul, mais j'étais pas mal. Ma sœur et moi, on était pas mal les seuls à aimer danser dans la famille. Et enfin, est-ce que tu es comme moi, dis excusez-moi tout le monde, j'ai un spectacle, puis là, tu tapes ses nerfs de tout le monde parce que tu arrives avec ton spectacle à minuit et 10, puis les mononcles, ma tante, t'écoutes un pas bon spectacle, mais tu as 8 ans et c'est bien cute ton spectacle. Avec mes cousines, j'en ai fait quelques-uns. Je pense pas que j'étais pas du genre Véronique Cloutier là, qui en faisait tout le temps. J'imagine, je pense ça devait être lourd à un moment donné. Mais un peu de ça, puis des chorégraphies, puis ou des chansons. Mais moi, j'avais une timidité quand même. J'avais un côté, des fois, c'est comme si ma flamboyance surgissait, puis après ça, hyper timide. Puis je suis encore comme ça. Là, je sais que quand la caméra s'allume, je peux être très flamboyant, j'ai la parole facile, je gesticule beaucoup, je suis très mouvant, mais je suis aussi capable de statisme. Je peux être très statique puis très sobre. Puis entre l'ombre et la lumière, là, tantôt, je disais que mais c'est moi, beaucoup. Donc, à Noël, mettons, quand tout le monde crie, j'étais vraiment en retrait aussi. J'aimais beaucoup regarder les autres. Et moi, tu sais, si on parle du temps des fêtes comme ça, je peux dire, j'écrivais, mettons qu'il y avait une chicane dans ma famille. Là, je veux dire des noms fictifs, je ne veux pas blesser personne. Alors, donc, je prenais des feuilles mobiles, j'écrivais « Rien ne va plus entre ma tante Solange et ma tante », puis là, je donnais des dépliants au monde qui arrivait dans le temps des fêtes. J'étais un peu journaliste, je vois un peu au Éco-Vedette. Éco-Vedette, complètement. Oui, c'est ça. Michel Giroir avant l'heure. Simon Boulris, si je te dis le mot « faiblesse », à quoi se situe ce mot-là? J'ai envie de dire presque à une force, parce que pour moi, les faiblesses, j'ai toujours voulu les cultiver. J'ai jamais, je dis jamais, c'est faux, là. Assurément qu'adolescent, j'aurais voulu me départir de toutes mes maudites faiblesses. Pour moi, des faiblesses à l'époque, c'était certainement des écueils. Mais avec le temps, je peux presque rendu à dire que je les ai chéris et que je les chéris encore parce que j'ai l'impression que ça me rend tellement plus vivant puis tellement plus aimable. On est bien plus aimable d'imperfection que de perfection. Je me reconnais, j'ai toujours dit, je me reconnais dans quelqu'un qui tombe. Quand quelqu'un plante au sol, je sais que ça fait souvent rire. On rit parce qu'on se reconnaît. On rit, on est dans de même. Ben oui, on tombe du moment que la personne ne se blesse pas, bien sûr. Mais la chute, c'est pas quelque chose de honteux. Absolument pas. C'est tellement humain. J'ai toujours dit, je me reconnais plus quand quelqu'un tombe que quand quelqu'un s'élève. C'est tellement rare, des lévitations. Mon Dieu, que ça arrive pas souvent. Fait que les super-héros, ça m'a tout le temps peu parlé. Et à l'opposé des héros qui chutent, moi, je m'identifie beaucoup à ça. Donc, il y a une phrase qui a changé ma vie. C'est Jean Cocteau qui avait écrit « Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi ». Cette phrase-là m'a fait du bien parce que quand tu fais une école de théâtre, ce que j'ai fait, on te reproche souvent des choses. Hein? Ton outil, c'est toi. Donc, ta voix, ton corps, ta façon de marcher, tout ça est tout le temps nommé, puis c'est un reproche, donc c'est une faiblesse. Puis cette faiblesse-là, tu peux la tweaker en force, tu peux la magnifier, puis en faire quelque chose de beau aussi. Simon, l'équipe demande ici, est-ce que tous les livres en arrière, tu les as au moins lus un peu? Tu vas me répondre tous lus? Pas mal, oui, pas mal, quand même. Oui. Wow! Je les ai peut-être pas tous lus, mais tu sais, j'en ai ça, là, j'ai 4 bibliothèques comme ça, j'en ai une vingtaine là, chez moi. Là. Ça, c'est une partie de ma bibliothèque. Donc, j'en ai lu quelques-uns, mais j'ai des milliers de livres. Quand mon amoureux est venu s'établir chez moi,
J'avais tellement des livres partout que mon père avait peur que tout s'effondre, là, c'est dire. Fait que là, il a tout descendu parce qu'on a refait les planchers. Mon chum, il est plus fancy que moi. Donc, lui, il voulait... Moi, tout était jaune, plein de bibliothèques un peu bancales. Lui, il a dit, non, ça va être plus slick quand je vais arriver. Fait que là, on a refait les planchers, tu sais, c'est vraiment notre appartement à tous les deux maintenant. C'est vraiment nos deux univers combinés. Ça me ressemble et ça lui ressemble. Et donc, on a tout remonté. Tu sais, juste les livres, je pense que j'ai fait ça pendant 2 semaines. Descendre des livres, remonter des livres, les classer. Moi, j'adore, tout est classé. J'adore classer. J'ai un petit côté... le goman, c'est quand tu collectionnes. Moi, je collectionne vraiment. C'est comme si j'étais un peu maniaque de mes livres. Mais tu sais, je suis pas fou. Tu sais, je collectionne pas tant d'affaires, mais les livres, là, mon Dieu, sont précieux. J'aime pas ça qu'on les abîme. Si je te le passe, je veux vraiment leur avoir. Je suis comme ça. Tu vois, moi, je classe comme ça, mais c'est mes épices de chez Costco. J'en ai 8, sont classés, ça reste de même. Je veux juste te dire, Simon, si un jour tu déménages, appelle-moi pas pour venir t'aider. T'as ben trop de stock, c'est épouvantable. Je déménagerai jamais. Non, Pour vrai, je ne peux pas jamais déménager. Écoute, c'est bien trop compliqué. Hey, sérieusement, là, quelle belle collection d'avoir comme ça. Puis je suis sûr que c'est... tous les gens qui rentrent chez toi se dirigent automatiquement en regardant ça. C'est une peinture en soi. C'est une toile. C'est beau ce que tu viens de dire. Tu dis que les gens d'emblée se tournent vers les livres. Moi, quand les gens font ça, je me dis toujours, la personne m'inspire déjà. Si elle a un intérêt pour cette quantité de livres-là, c'est plutôt que je trouve ça beau d'avoir cet intérêt pour les livres parce que c'est vivant. Il y a quelque chose. C'est la transmission, c'est le savoir, c'est les histoires, c'est d'où on vient, c'est l'imaginaire, c'est tous les possibles. Donc, se tourner vers une bibliothèque, pour moi, c'est toujours avoir foi en l'avenir. Absolument. Quelque chose de beau d'aller fouiller, d'aller grappiller, d'aller farfouiller dans une bibliothèque. Puis quand je rentre chez quelqu'un qui n'a aucun livre, je trouve ça tout le temps suspect ou inquiétant de faire, mais peut-être qu'il lit et qu'il va à la bibliothèque, c'est correct, là, mais pour moi, il y a une présence rassurante dans le fait d'avoir des livres autour de soi. Effectivement. Puis, je ne dis pas que la personne qui n'a pas de livre, c'est pas une bonne personne, là. Vraiment pas, mais moi, ça me déstabiliserait de ne pas avoir ça comme autour de soi, des livres. C'est comme une protection. Tu sais. Oui, tu vois, nous, on est en train de déménager, moi et mon conjoint. Puis ça veut dire on a visité des maisons et parfois, là, il y en a qui c'est des belles bibliothèques. Donc, c'est inspirant quand tu rentres dans des belles bibliothèques avec les échelles que tu te... Oui, exactement, il y a quelque chose de... Je ne sais pas si c'est réconfortant quand tu es dans une pièce comme ça. On dirait, tu sais, avec je sais pas... C'est enveloppant. C'est enveloppant, exactement. Oui. Simon, si je te dis le mot voyage, ça te fait penser à... Quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps. Est-ce que tu aimes voyager? J'aime voyager. Je n'aime pas organiser un voyage. Je suis pas du tout organisateur. Donc, moi, là c'est mon côté diva, OK, de l'entrevue. Moi, j'adore quand tout est organisé. Donc, si tu me dis, j'ai cette chance-là, quand tu es comédien et auteur, surtout auteur, souvent, je suis invité à donner une conférence ou j'ai une pièce qui est présentée quelque part. Et donc, souvent, les gens qui présentent la pièce vont organiser, vont payer mon billet d'avion. C'est le fun. On paye ton billet d'avion, on loue ta chambre d'hôtel. Moi, j'adore ça. Prenez-moi en charge. Je ne veux pas rien organiser. Puis là, quand j'arrive, montrez-moi ce que j'ai à voir. Faites-moi découvrir ce que vous aimez. J'ai complètement cette ouverture-là. Mais je n'ai pas l'élan. C'est dommage, là, je ne dis pas que je fais bien. Je n'ai pas ça. Je ne suis pas organisateur dans la vie. Puis mettons que quand j'étais avec mon chum, lui, il a ça. Fait que lui, il prévoit qu'est-ce qu'on va faire. Je fais parfait, occupe-toi de ça. Mais oui, j'aime ça. Puis en même temps, je suis un casanier. Fait que j'aime ça parce que quand je suis déstabilisé comme ça, quand je sors de ma zone de confort, c'est souvent là que la magie opère le plus. C'est souvent là que les idées vont surgir. Je réalise que souvent, mes meilleures idées sont venues quand j'étais pas chez moi. Et pourtant, j'écris surtout chez moi, donc il faut sortir de sa zone de confort dans la vie pour que les choses viennent à nous. Quand on se met en danger, il y a plus de chances qu'on soit surpris. Absolument. L'équipe, sortez-moi, on avait des petits commentaires qu'on a reçus ou des questions pour Simon. Avant, il nous reste quelques minutes. On va 4 minutes, on va aller voir ça. Et puis Simon, juste avant, il y a une question aussi des gens de l'équipe de savoir, là, on s'en va vers quoi dans les projets futurs en bouquin avec Simon? Là, je viens de faire paraître un livre qui s'appelle Papier Bulle. Papier Bulle, c'est un livre en blading
J'aurais dû l'avoir pas loin. Il est comme... Est-ce que tu veux que j'aille le chercher ou non? Vas-y, absolument, vas-y. Ouais? Ben OK, oui, je vais faire. vas-y. OK. Ben oui, Je reviens dans une seconde. Ben, il n'y a pas de problème. Et puis, je vais en profiter pour vous dire en quelques secondes, si vous voulez voir les podcasts de la première saison ou les invités qu'on a eus précédemment dans la deuxième saison, on vous invite à aller voir les productions Boyfriend, le site Internet, notre plateforme web et bien sûr sur Facebook. Bon retour, tu vois, tu es allé vite. C'est bon. Montre-moi. Magicien. Vas-y. Alors, ça s'appelle Papier Bulle. C'est un livre que j'ai fait avec ma cousine qui s'appelle F. Patnaud. On était à Chicago il y a peut-être 2 ans. J'étais avec mon amoureux, était avec son amoureux, puis on a vu tous les deux sur Facebook. Hein, t'es à Chicago présentement? Moi aussi. C'est quoi les chances? Est-ce qu'on va on voulait aller au musée demain? Elle dit, moi aussi. On s'est donné un rendez-vous au musée et je l'ai vu apporter son calepin. Ma cousine a toujours fait de magnifiques illustrations. Puis là, je la voyais illustrer ce qu'elle voyait, les œuvres avec ses crayons. Ça s'appelle des feutres à l'alcool. Et ces feutres-là traversaient le papier. Elle m'a expliqué que le verso, la couleur qui traverse le papier, ça s'appelle du bleeding, comme le saignement de la couleur. Puis je trouvais ça beau comme mot. Puis je me suis rappelé de mon ami hémophile quand j'étais au primaire ou au secondaire. Donc, c'est une histoire d'une hémophile. Et donc, à chacune des pages, on a toujours le verso, le bleeding, comme un secret. Donc, on voit toujours chacune des planches. Puis là, plus qu'on avance et plus il y a une transformation. On va ici, regarde, il y a une petite transformation tout le temps. On joue avec le verso qui se transforme. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle du bleeding. Et regardez, j'aime beaucoup cette planche-là ici. Et là, ça comme ça. En tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, ça vient de paraître il y a peut-être à peu près 1 semaine ou 2, Papier Bulle. Et sinon, ben, il y a d'autres livres qui vont sortir bientôt. Un livre qui va s'appeler La Consolation, sur un enfant qui va consoler un voyou encastré dans sa cheminée, déguisé en Père Noël. Il voulait rentrer pendant la nuit, il a coincé, puis là, il vient de le consoler en pleine nuit. C'est une histoire pour enfants. Puis sinon, j'ai aussi un livre, un album sur des personnes âgées que j'ai rencontrées il y a 5 ans à peu près dans une résidence. Je les ai fait écrire des poèmes sur leur enfance. Ça s'appelle Mémoire, ma maison. Et c'était bien avant la pandémie, là. Et donc, ce livre-là, illustré par Roger, devrait paraître en octobre. Donc, on aura des pans de la mémoire de personnes qui revisitent leur enfance. Je trouve ça toujours beau. Bravo. Bravo, quel beau projet. Simon, donc, bonjour, un commentaire pour Simon. J'ai adoré ta série 6 degrés Bavro. J'ai hâte de voir la suite. Bon, alors, c'est un petit commentaire. Alors, voilà. Et puis, salut Simon, est-ce que tu penses écrire un scénario de film? Quel serait le sujet qui te passionne? C'est bien ça? Je suis bien lu. Quel sujet te passionnerait? Ben, je suis en train d'adapter en cinéma un de mes romans qui s'appelle L'Enfant Mascara, qui est sur une ado trans c'était en 2008. Ça s'est passé aux États-Unis, donc c'est un meurtre transphobe. C'est horrible, mais j'ai envie d'en faire quand même un film le plus lumineux possible, inspiré donc de la mémoire de Laetitia King, qu'elle s'appelait. On est rendu assez loin dans le processus. Sinon, ben, là, j'ai aussi adapté dernièrement mon roman par poème qui s'appelle Géolocaliser l'amour, qui était sur les applications de rencontres Tinder, Grindr. Et j'en avais fait donc un roman. Et là, on l'a adapté, je l'ai adapté en série web. On est en train de la tourner ces jours-ci. Donc, la nuit dernière, j'ai tourné jusqu'à 7 heures le matin. Donc, j'ai une grosse nuit chargée. On tourne souvent des 12 heures. Puis, le rôle principal, c'est Simon et c'est moi. Donc, je tourne vraiment dans toutes les scènes, littéralement. Donc, j'ai jamais d'accalmie on a 16 jours de tournage et c'est costaud comme un film parce que on tourne à peu près 120 minutes. Non, j'exagère un peu, mais on tourne 100 minutes. Parce que c'est un 10 épisodes de 10 minutes au moins. Donc, ça va être plus que 10 minutes. Mais bon, ça va être costaud. Mais c'est très le fun. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à tourner. C'est beaucoup d'heures. Tu travailles beaucoup, Simon. On n'arrête pas de me faire des signes. On a dépassé. Hein, je m'excuse. Simon, je retiens. Ben écoute, non, mais je peux-tu aller 30 secondes? Je ne veux pas l'afficher. Es-tu correct, Simon, un 30 secondes? Juste oui. La question. Bonjour, j'ai une question pour Simon. Quel aurais-tu un projet qui te passionnerait, mais qui est pourtant bien différent de toi? Bon, est-ce qu'il y a un projet qui te passionne, qui est à des années-lumière de toi, si je comprends bien? Ben, écoute, moi, j'aime ça essayer des choses. Hein? Donc,
J'ai un projet présentement, en tout cas, qui est avec l'Orchestre métropolitain. Moi, j'aime ça, la musique. Puis je suis allée il y a quelques temps du côté de l'opéra pour enfants. J'aime ça, donc, avoir une histoire puis trouver un support différent, une forme. Je vois avec les formes. Donc, oui, disons que j'ai beaucoup d'ouverture, disons. On va dire ça comme ça. Wow. Simon, je veux te remercier énormément d'avoir pris 1 heure avec nous. Vous pouvez l'applaudir, la gang. Simon, merci beaucoup. Merci énormément. Tu dois te dire câlin de loin. Et encore une fois, je te souhaite plein de beaux succès. Et je voudrais conclure en disant, on ne peut pas ne pas aimer Simon Boulris. Quelle belle âme as-tu et belle énergie. Simon Boulris, câlin de loin. Merci toute l'équipe des productions Boyfriend. Et encore une fois, un immense merci, Simon, d'avoir pris ton temps avec nous. Merci à toi, Yannick. C'était vraiment une très belle heure en ta compagnie. Au plaisir de remettre ça. T'es gentil. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Ben, pour vous à la maison, dimanche après-midi, bonne journée. Pour nous, ça va être bonne fin de soirée. Pour toi, peut-être bonne nuit. Merci tout le monde. Exactement. Merci beaucoup, Simon. Salut, bonne fin de soirée. Merci l'équipe Boyfriend.